Traffic News. Voici Traffic News. Bonjour Abba. Bonjour Yacine. Alors, où est-ce que vous êtes présentement? Voilà, merci beaucoup Yacine. Toujours, nous avons progressé sur la nationale. Nous sommes à présent à hauteur du rond-point 6. Là-bas, pas trop de soucis. Traffic News. La liaison n'est pas très bonne. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Traffic News, bien sûr. Alors, nous démarrons avec les ambassadeurs de la Russie et de l'Ukraine qui étaient à Touba à la quête de la paix entre ces deux pays en conflit. Le khalife général a tenu à rassurer les plus sceptiques et appelle à des pourparlers afin que la paix revienne. La délégation a montré tout son espoir pour un dénouement heureux de la situation. Suivons le compte-rendu d'Abdoulaye Diagne. Les diplomaties russes et ukrainiennes étaient à Touba, reçues par le khalife général des Mourides El Pri pour la paix. Ces visiteurs sont guidés par Borom Touba. Je n'en suis pour rien. Je suis un simple facilitateur. S'ils m'avaient demandé d'aller ailleurs, je vais les accompagner. Mais c'est eux qui ont choisi Touba. Ils ont tenu à vous rencontrer. Et les soucis sont ainsi dissipés. Sur ce conflit qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, nous sommes vraiment touchés par les hostilités. Réjouis, la diplomatie offre un bel exemple. Sur un même fauteuil, c'est cela qu'on souhaite entre les présidents. Touba prie à cet effet pour la fin des hostilités et invite les belligérants autour d'une table. Vous l'avez annoncé dans les titres, la Cour de justice de l'UEMOA prend le contre-pied des chefs d'État et de gouvernement. Elle ordonne donc le sursis à l'exécution des sanctions prononcées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA lors de la session extraordinaire à Accra le 9 janvier 2022. C'est suite à la saisine de l'État du Mali dans la décision rendue ce 24 mars. La Cour accuse la conférence des chefs d'État d'avoir outrepassé ses prérogatives. Alassane Baldé nous en dit plus. L'heure est plutôt au dégel entre la junte au pouvoir au Mali et la CEDEAO. En effet, l'UEMOA, à travers sa cour de justice, a notifié l'État malien de sa décision de suspendre les sanctions qui touchent Bamako. Bamako qui avait introduit 2 recours en annulation, demandant ainsi abrogation de ces sanctions, et le second, la suspension de leur application en raison de leur impact négatif sur la population. Le Conseil estime que la conférence des chefs d'État de la CEDEAO a outrepassé ses prérogatives, qu'elle n'est nullement habilitée à prendre de telles sanctions contre un État membre. Une violation flagrante des dispositions de l'article 114 du traité de l'UEMOA régissant le lieu de la tenue de la conférence du 9 janvier dernier, c'est-à-dire à Accra. En cas de manquement d'un État membre, la procédure voudrait que l'affaire soit référée au préalable devant la Cour de justice de l'Union, conformément à l'article 113 du traité. Pour toutes ces raisons et d'autres d'ailleurs, le Conseil a décidé la levée de ces sanctions qui interviennent à la veille d'une rencontre des chefs d'État de la CEDEAO à laquelle d'ailleurs est convié le président de la transition au Mali, Assimi Goïta, pour une première fois. Une décision salutaire selon le secrétaire général de la CNTS FC, Cheikh Diop, et selon lui, les pertes sont inestimables de part et d'autre. Par conséquent, cette nouvelle va soulager les centaines de camionneurs, particulièrement du secteur des hydrocarbures, qui ont beaucoup souffert de cette fermeture des frontières. Cheikh Diop est joint au téléphone par Alassane Baldé. Et ces pertes sont énormes parce que jusqu'ici, il y a des chauffeurs qui appartiennent à nos syndicats qui sont bloqués dans les frontières, des camions qui étaient déjà au Mali et qui peinent à revenir, toutes choses qui font que non seulement il y a le ralentissement des activités, l'annulation même des activités, mais également les conditions dans lesquelles nos camarades vivent au niveau de la frontière, à l'intérieur des frontières des pays. C'est extrêmement difficile. Le trafic hydrocarbures également en a pris un sacré coup. Donc tout ceci devrait être estimé en termes de milliards de pertes pour la durée des années. Ça ne peut qu'être salutaire. Pour autant, nous ne perdons pas de vue également la nécessité pour la sous-région de consolider la démocratie. Ça aussi, c'est une préoccupation majeure pour nous.
À présent, la réaction de l'économiste Maïssa Babou qui parle de soulagement pour le Mali, mais également pour notre pays. Les pertes économiques pour le Sénégal s'élèvent à une centaine de milliards de francs CFA, révèle Maïssa Babou. Il est joint au téléphone par Neidi Mendawa. On peut entrevoir effectivement un soulagement pour le Mali qui va retrouver ses comptes bancaires de façon provisoire en tout cas. Je crois que les restrictions économiques, même si la CEDEAO ne s'est pas prononcée, pourront être quand même aussi levées en attendant que en fait la justice se prononce. Dans tous les cas, le Sénégal qui était perdant dans cette opération va peut-être retrouver son meilleur commerce avec le Mali. Le Sénégal fait plus de environ 600 milliards par an avec le Mali et donc je crois que pendant tout ce temps les entreprises sénégalaises comme le sucre, etc. Vont être quand même soulagées en retrouvant un marché. Et revenons sur cette chaude journée à Saly dans ces affrontements entre des jeunes Jakartaman et des policiers qui contestent contre la récurrence des opérations policières. 3 conducteurs de moto Jakarta sont en garde à vue au commissariat urbain de Saly, nous dit Aline Badara Sonko. La commune de Saly a vécu une journée chaude ce jeudi. Des manifestations ont opposé Jakartamans et policiers. Au total, 3 conducteurs de moto ont été arrêtés au cours des affrontements. On travaille ici, c'est ici qu'on gagne notre pain. Donc on doit nous laisser travailler correctement. C'est ce que nous voulons. Arrêter à peu près 3 personnes sur 3 personnes. Mais ce sont des autres qui se répètent. Depuis 3 jours, ils arrêtent les Jakarta. Depuis 3 jours, ils font les opérations. Ces Jakartamans dénoncent la cherté des opérations policières notées ces derniers jours. Ils nous demandent 12 000 francs comme ration. Ça, c'est pas normal. Même les voitures ne payent pas cette somme-là. Ça, c'est pas normal. Ça aussi, c'est pas normal. Je veux devant les autorités qu'ils nous aident. Vraiment, nous ne sommes pas des agresseurs, nous sommes des travailleurs. On veut seulement gagner notre vie. Nous avons tenté de joindre les autorités du commissariat urbain de Saly, mais nos tentatives sont restées vaines. Toujours à propos donc de ces manifestations qui ont opposé les Jakartamen et les policiers, le responsable de la grande coalition Amadou Beila Diallo regrette la tournure des événements. Il invite les forces de l'ordre à faire dans la sensibilisation plutôt que la répression. Nous l'écoutons. Certes, il y a des choses qui manquent. Donc parce que le plus souvent, les motos n'ont pas de carte grise, les motos ne sont pas assurées, les conducteurs eux-mêmes n'ont pas de casque et que c'est obligatoire. Donc moi, je pense qu'il faut les sensibiliser et pas les sanctionner. Mais aujourd'hui, je sens que ils sont plus sanctionnés que sensibilisés. À partir de ce moment-là, ils estiment que voilà. Donc comme c'est des sanctions qui tombent de temps en temps, donc ils sont là, donc ils font face. Donc malheureusement, il n'y a personne qui essaie de les voir pour essayer de les encourager, essayer de les organiser. Non à la balkanisation de Yeba, c'est le cri lancé par les populations de ce grand village et ancien de la commune de Sébikotane. Elles ont tenu une mobilisation pour s'insurger contre ce qu'elles appellent le partage du gâteau, de l'unique réserve qui peut servir pour une extension de leur village. Les infrastructures étatiques ont réduit les espaces alors que le village donc est situé dans un ravin. Il dénonce le décret qui a affecté donc des terres à des privés. Suivant la réaction d'Ousmane Seck, secrétaire général du collectif pour la défense et le suivi des intérêts de Yeba. Il est hors de question que les maires viennent pour spolier nos terres. Nous disons non. Tout en chacun ici, ils disent non. Nous refusons et nous allons attaquer. On n'est pas à la conférence de Berlin qui a consacré le partage de l'Afrique. Yeba n'est pas un gâteau à partager. Nous refuserons jusqu'à la mort. Donc je crois qu'on a induit le président en erreur. Et il est temps de se rectifier. Il a attribué ces parcelles, toutes ces parcelles qui ont été déjà loties et attribuées à d'autres. Il les a désaffectées pour les réaffecter aux HLM, à la CDA et au Senbus. Et c'est contre cela que nous s'insurgeons avec la dernière énergie. Nous nous battrons jusqu'au bout.
Parlons parrainage à présent avec les partis politiques qui accusent donc l'option prise par le président Macky Sall visant donc à l'intégrer aux législatives de juillet prochain. En dépit des dénonciations, certains partis, après avoir critiqué cette option, ne se sont pas empêchés d'aller retirer des fiches de parrainage. Une attitude donc qui sonne comme un manque de confiance envers le parti au pouvoir. Commentaire signé Léopold Tamba. Le parrainage, une option du président Macky Sall lors de la présidentielle de 2019, avait fait couler beaucoup d'encre. En son temps, pour légitimer cette décision, le chef de l'État avait évoqué le nombre pléthorique de formations politiques sur la ligne de départ. Cette loi taxée de scélérate avait pour unique option de refréner l'ardeur de certaines coalitions qui, in fine, n'avaient pas l'étoffe nécessaire pour titiller l'hégémonie de certaines coalitions qui, malgré tout, pèsent sur la balance. À l'aune des élections législatives de juillet prochain, le chef de l'État a encore remis ça. En dépit des tollés de désapprobation de l'opposition, rien n'y fit. Malgré le rejet quasi unanime de la loi sur le parrainage concernant les législatives du 31 juillet prochain, certaines coalitions ont vite pris l'option d'aller retirer des fiches de parrainage, histoire de ne pas se laisser couper l'herbe sous les pieds. Il s'agit là, en quelque sorte, de parer au plus pressé. En prenant cette option hardie, le leader de Benno Bokk Yakaar, adepte du forcing en matière électorale, ne perdra pas du temps à l'allumage pour faire démarrer la machine. Cette attitude de Gëm Sa Bopp, Bokk Gis Gis, Pastef, PDS montre à suffisance que le locataire du palais, qui excelle dans la stratégie d'endormissement de ses adversaires, ne va pas changer de fusil d'épaule. Et puis parlons de l'Alliance des Patriotes pour la justice sociale qui plaide pour une opposition parlementaire forte qui puisse assurer une transition démocratique au Sénégal. Membres et responsables de ce mouvement politique qui fédère plusieurs organisations se disent convaincus qu'il faut une unité de l'opposition. Une unité dont la paix et la stabilité. L'actuel président de la République, ils ont tenu le premier congrès ordinaire à Rufisque. Donc, la PJS Taoufer se fixe pour objectif de réduire les fractures sociales et d'assurer l'indépendance économique du Sénégal. C'est un reportage signé Cheikh Ahmed Yansek Mansour Ndiaye. Pour son premier congrès ordinaire, l'Alliance des Patriotes pour la justice sociale articule son projet politique autour de deux axes. Que ce pays vit une domination et que la priorité numéro 1, c'est de travailler, d'œuvrer à l'autonomie stratégique du pays. La plus grande masse des populations sont restées dans la pauvreté, dans la misère. Et cette fracture sociale-là, nous pensons que c'est notre deuxième priorité. Un grand retard de développement et nous pensons que les revenus d'allumer les moteurs de la croissance. Ce mouvement politique qui fédère plusieurs organisations opte pour une forte opposition parlementaire capable de créer des conditions d'une transition démocratique au Sénégal. Nous préparons ces législatives-là avec deux objectifs de combat que nous pensons pouvoir réussir si l'opposition nous écoute. Nous pensons que, à l'heure, ce dont les Sénégalais ont besoin, c'est une cohabitation pacifique. Des délégations venues des régions et départements du pays ont tenu à effectuer leur déplacement à Rufisque pour les besoins de ce premier congrès de la PJS. Et nous parlons à présent de la rencontre qui a eu lieu entre la COSYDEP, l'ANCFA et des organisations de la société civile. C'est sur la mobilisation sociale dans le cadre de la campagne mondiale pour l'éducation. Cette rencontre vise à renforcer les capacités des coalitions afin d'améliorer leur présence dans leur espace ou dans l'espace politique pour influencer davantage des politiques orientées vers une éducation de qualité. Suivons à ce propos les explications du chargé du programme à la COSYDEP. C'est un projet qui est né d'un partenariat entre ANCFA, qui est la coalition régionale, EDUCO et la coopération basque. Plus maintenant les trois coalitions nationales qui sont les coalitions chargées de la mise en œuvre du programme. En perspective de renforcer les capacités des coalitions pour un peu être beaucoup plus présente dans l'espace politique et de pouvoir développer, si vous voulez, une influence plus forte pour des politiques orientées vers l'éducation de qualité, une éducation transformatrice, émancipatrice comme on l'a dit tout à l'heure. Donc une éducation vraiment articulée aux valeurs et aux réalités, n'est-ce pas, de nos pays respectifs.
À l'instar de la communauté internationale, le Sénégal a donc célébré la journée de lutte contre la tuberculose. Bambey qui a abrité la cérémonie de lancement des activités. Ainsi, le ministre invite donc à un dépistage précoce, à l'information et à la communication sur la maladie. Abdoulaye Diouf Sarr, sa réaction. Au Sénégal, la tuberculose est caractérisée par une incidence de 118 nouveaux cas de tuberculose par tranche de 100 000 habitants. Le taux de mortalité est estimé à 17 décès pour 100 000 habitants. Il ressort en outre qu'environ 33% des cas de tuberculose estimés au Sénégal n'ont pas été reçus dans les structures de santé. Et d'articuler la lutte contre la tuberculose, la détection des cas manquants par un meilleur ciblage des populations clés et des groupes vulnérables. Le renforcement de la communication et du partenariat public-privé, l'augmentation du financement disponible pour l'acquisition souveraine des médicaments et des intrants de laboratoire. Et puis cette bonne nouvelle pour les 18 îles de l'archipel du Saloum, elles seront bientôt donc raccordées au réseau électrique de la Sénélec. Une annonce du directeur de gestion des productions de la Sénélec qui recevait donc en visite à la centrale solaire de Diass le secrétaire d'État allemand à la coopération. Alioune Badara Sonko revient ici sur cette visite. Financées par la coopération allemande, les 18 îles de l'archipel du Saloum vont bientôt bénéficier de l'électricité 24 heures sur 24. C'est à cause de la réussite de ce projet que la coopération allemande a montré toute sa volonté d'accompagner Sénélec et le gouvernement sénégalais pour que les 18 autres îles de l'archipel du Saloum soient elles aussi électrifiées 24 heures sur 24. En déplacement dans les installations solaires de Diass, le secrétaire d'État allemand à la coopération a salué les excellentes relations entre les deux pays. Évidemment, je sais quel a été le résultat de l'évaluation de la KfW. Eh bien, sachez que nous sommes très heureux de voir cette installation réalisée et sa taille montre aussi qu'elle a fourni une contribution importante à la production d'électricité du Sénégal. Et évidemment, je me réjouis beaucoup que c'est grâce à des financements allemands qu'il a été possible de construire, de gérer et d'exploiter cette installation et de fournir ainsi de l'électricité à la population du Sénégal. L'Allemagne compte accompagner la Sénélec dans son programme d'électrification. Alors, après un mois de retraite spirituelle, le calife Ibrahim Mandiang a organisé à Marsassoum une ziara, fête de lecture du Saint-Coran et de prière pour la paix en Casamance. Le contexte de regain de violence oblige et c'est sous la conduite du Daïra, les amoureux du prophète de l'islam, Souleymane Diallo, porte-parole que nous écoutons avec Ibrahima Diallo. Aujourd'hui, le thème choisi par le calife, c'est la paix et la cohabitation. La paix des cœurs, la paix dans les âmes. Nous prions pour cette paix et que cette paix perdure. Aujourd'hui, la paix est un gage de développement. Sans la paix, il n'y a rien. Aujourd'hui, nous avons senti des bruits de bottes dans notre Casamance qui nous a vu naître. Que les partis s'asseyent autour du table pour se donner langue et se donner la main. Nous appelons à tout un chacun du pouvoir, des Casamancés, des fins fonds ou bien de la cité. Nous appelons tous à une paix des cœurs, à une paix des cœurs, pour que vive la Casamance, cette Casamance que nous chérissons tant. Nous ne voulons pas voir cette Casamance détruite, les fils meurtris. Nous ne voulons pas de ça. Et le cheikh a insisté sur ça. Et sa prière, il l'a axée sur cette paix-là. Nous demandons à cette population de Casamance d'appel à la paix. À 7 heures passées de 18 minutes, nous passons tout de suite à une note de sport.
L'actualité sportive que nous présente ce matin, Pape Tabou, à qui je dis bonjour, Juma Moubarak. Bonjour à vous, Yassine Sek et Juma Moubarak à vous. Vous allez bien? Alhamdulillah, tout se passe très bien. Oui, en forme, oui. Prêt pour le match? Oui, prêt pour réussir. Hein? Très bien. Alors, nous démarrons bien sûr avec le football barrage mondial Qatar 2022. Donc, sachez que l'Égypte qui rencontre le Sénégal ce soir à 19h30. Des Lions prêts à rugir de nouveau face au Pharaon. Oui, les Lions du Sénégal sont conscients de ce qui les attend ce soir face au Pharaon d'Égypte, déclare le sélectionneur national Aliou Cissé en conférence de presse d'avant-match. Les champions d'Afrique sont fins et ils ont envie d'aller à la Coupe du Monde Qatar 2022, un match qui sera différent de la dernière confrontation des deux équipes en Coupe d'Afrique des Nations, reconnaît le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly. Suivons les réactions d'Aliou Cissé et du capitaine Kalidou Koulibaly. Vous le savez, c'est un match d'éliminatoire de la Coupe du Monde. Deux grandes équipes qui ont été à la dernière CAN, finalistes de la dernière CAN. Si on trouve aussi les meilleurs joueurs africains, en tout cas du